chers internautes. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations. Nous aurons à notre compagnie deux autres confrères avec qui nous allons échanger. Nous avons Philippe Pouan de Diaspo TV et Augustin Didier de Yvetune TV. Nous présentons notre invité Stéphane Kipré. Il faudra retenir que Stéphane Kipré est le président de l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations, un parti qui a été créé en juillet 2007. Mais Stéphane Kipré a commencé sa carrière politique en tant que responsable de la jeunesse du MFA, c'est-à-dire le mouvement des forces à venir. Et ensuite, il a fait dissidence en 2006 pour rejoindre la Galaxie patriotique en créant le forum MFA. Et en juillet 2007, naturellement, il crée son parti politique, l'Union des Nouvelles Générations. Depuis avril 2011, Stéphane Kipré ne s'était pas encore adressé face à une caméra. Aujourd'hui, il le fait. Monsieur Stéphane Kipré, pourquoi aujourd'hui vous rompez le silence devant les caméras? Non, je voudrais déjà vous saluer, chers amis, pour cette opportunité. Il n'y a pas de raison particulière. C'est pas pour la première fois qu'on parle depuis le 11 avril. C'est vrai que la différence aujourd'hui, je dirais, c'est télévisé, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est l'occasion qui m'a été donnée d'être devant les caméras. D'accord. Je vous dis que nos confrères, nous allons pouvoir échanger sur quelques questions essentielles de l'actualité aussi des questions qui concernent votre organisation politique et la politique en Côte d'Ivoire. Nous parlerons certainement de la dernière décision de la Chambre préliminaire concernant la procédure engagée contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Nous parlerons aussi des rapports que votre organisation politique a avec les associations de soutien au président Laurent Gbagbo en France. Vous parlez aussi des rapports de l'UNG avec les partis d'opposition et principalement du FPI en Côte d'Ivoire, et vous nous direz certainement l'apport personnel que vous êtes sûr de pouvoir donner au paysage politique ivoirien. Mais d'abord, j'aimerais avoir un petit entretien préalable avec vous pour vous demander comment vous allez, puisque vous êtes aujourd'hui en exil. Je vais bien. Je vais bien comme un exilé, quelqu'un qui est en dehors de son pays. Donc on ne peut jamais être à 100% bien en dehors de son pays. Sinon, par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà. Dans une récente interview que vous avez accordée au quotidien ivoirien L'Inter, vous annonciez un livre que vous êtes en train de préparer. Où vous en êtes exactement? On est en train de le préparer. Voilà, on est en train de le préparer. Il avance très bien. On a fini, je dirais, la rédaction. Maintenant, comme on dit, quand on sort un livre, ce n'est pas pour soi. C'est pour un peuple, c'est pour un monde. Donc, il est important pour le respect de ce peuple-là de prendre son temps pour l'écrire. Donc, il est en cours. Il est en cours ce livre. Dites-nous exactement, vous étiez dans la résidence du président Laurent Gbagbo le 11 avril. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les événements que vous avez vécus? Pour moi, ça c'est le passé. Vous voyez, déjà je n'étais pas là le 11 avril. Je suis parti de la résidence le 10 avril. Je suis parti faire des courses et j'ai pas eu l'occasion de revenir. Donc voilà, mais c'est le passé. C'est le passé. Mais le monde entier. Parti d'Abidjan. Non, comment je suis parti d'Abidjan n'est pas le plus important. Voilà, je suis parti d'Abidjan. J'ai été contraint de partir d'Abidjan. Parce que la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire était dégradée. Et quand j'ai écouté les premiers discours des tenants du pouvoir, j'ai compris que la Côte d'Ivoire allait continuer d'aller de mal en pire. Donc il était important de se mettre en sécurité. Maintenant, le comment n'est pas là le plus important. Ok, nous allons certainement y revenir avec Philippe Pouan et
Augustin Djedje. Nous allons entamer le premier thème de notre entretien du jour, l'ajournement du verdict de la chambre préliminaire concernant l'audience de confirmation des charges ou d'infirmation des charges dans la procédure engagée contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. S'il y a des interventions sur ce sujet, oui, Philippe Pouan. Moi, je voulais d'abord, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Nous sommes heureux, en tout cas, de vous recevoir à Diaspora TV. On est aussi content de savoir que vous allez bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Bientôt 2 ans d'exil, c'est pas rien. Parmi la CPI, vous êtes l'un, en tout cas, des premiers proches du président Laurent Gbagbo à lui rendre visite récemment depuis la décision des juges. D'abord, comment a-t-il accueilli cette décision-là et dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Mais vous me donnez une information que je suis l'un des poids. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Mais je ne... Vous l'avez rencontré, oui ou non, ce président Laurent Gbagbo? Je ne suis pas venu pour parler de si j'ai rencontré oui ou non le président Laurent Gbagbo. Je suis venu pour parler de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, si même une information devait sortir de la position du président Laurent Gbagbo, je pense que son conseil voilà, est le mieux habilité à parler de ça. Donc vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision des juges? Je pense que les juges ont dit la vérité. C'est ce qu'il faut retenir. Quand j'ai lu la décision, j'ai compris que les juges ont dit une vérité. La vérité était de dire qu'il n'a pas de preuves pour condamner Laurent Gbagbo. C'est ce que moi je retiens. Donc je voudrais saluer cette vérité des juges là. Maintenant, il y a une suite à ça. Quand on dit que nous n'avons pas de preuves, la suite logique veut qu'on libère la personne qui est en détention. Parce que nous n'avons pas de preuves. Donc je demande aux juges de continuer dans la logique dans laquelle ils sont entrés. Augustin Djedje. Oui. Alors, bonjour Président. Effectivement, nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. Et parlant justement de la CPI, l'annonce de la décision d'ajournement du procès, ou alors de confirmation des charges, a suscité beaucoup d'espoir dans le camp du président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, ce scénario n'est pas nouveau. On se souvient très bien que dans le temps, le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba avait aussi bénéficié de la même trajectoire. On avait demandé aux avocats ou alors à la CPI d'aller compléter les preuves pour revenir. Et puis après, finalement, on s'est retrouvé à un procès. Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre un tel scénario, à votre avis? Sous le contrôle des juristes, je dirais que nous ne sommes pas du tout dans le même scénario. Voilà pourquoi j'ai eu à dire à l'ami tout à l'heure, quand j'ai fini de lire les 25 pages de la décision, j'ai compris qu'ils ont dit la vérité. Sur le procès Bemba, je crois qu'il y a eu la confirmation d'une partie des charges et ils ont demandé de requalifier les charges, les responsabilités. Voilà ce qui s'est passé. Donc nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Sur le cas de Gbagbo Laurent, on dit que les preuves que le procureur, l'accusateur a apportées ne sont pas des preuves pour pouvoir condamner ou pour pouvoir même ouvrir. Alors allez-y chercher de nouvelles preuves. On n'a pas dit allez-y reconfirmer ou allez-y fouiller dans ces... On dit allez-y chercher de nouvelles preuves. Donc ce n'est pas du tout la même chose. On parle de preuves insuffisantes, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de preuves. Elles existent, mais elles sont insuffisantes. C'est pourquoi il faut compléter, il faut... Oui, bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes concernés. Déjà, les preuves qui sont là, pour moi, ce ne sont pas des preuves. Mais tant que on doit aller chercher, on doit aller fouiller la vérité, c'est pour ça que je reviens sur ce thème, la vérité. La vérité. Ces preuves ne sont pas des preuves pour pouvoir conduire Gbagbo Laurent face à un procès. Ça, c'est la vérité. Maintenant, comme nous savons que depuis le 11 avril, nous sommes dans la vérité, la suite viendra parce qu'on n'aura rien à dire si nous voulons rester dans la vérité. Ok. Monsieur le Président de l'UNG, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez voté en touche la question concernant votre visite
à Chemnegen au président Laurent Gbagbo. Mais s'il vous arrivait de rendre visite au président Laurent Gbagbo, vous avez rendu visite à qui? À l'allié politique ou au beau-père? Je n'ai pas voté en tout, j'ai dit ce qui est. Oui, je dis ce qui est. Mais si vous arrivez de lui rendre visite, c'est à qui vous rendrez visite exactement? Mais on ne peut pas dissocier les deux personnes. C'est l'allié politique, c'est d'abord les leaders africains. En tant que jeune africain, je rends visite aux leaders africains. En tant que jeune Ivoirien, je rends visite au président constitutionnellement élu de la Côte d'Ivoire. Et à titre familial, je rendrai visite au beau-père. Donc c'est la même personne, on ne peut pas dissocier, je dirais, diviser Gbagbo Laurent. C'est laquelle dimension de l'homme que vous appréciez, beau-père ou l'allié politique? J'apprécie tout. Voilà. Je n'ai pas à... J'apprécie tout. Mais nous sommes africains. Je pense que il est dans un combat africain. Je ne voudrais pas être égoïste pour me l'accaparer. Donc, Gbagbo Laurent appartient à l'Afrique. Oui. Cela fait 2 ans que vous êtes en exil. Est-ce que jusque-là, vous avez eu une occasion pour l'avoir au téléphone ou par des personnes interposées? Mon interlocuteur, c'est l'avocat. Ah. Voilà. Mon interlocuteur, Maître Emmanuel Atit, c'est ça? Maître Emmanuel Atit, qui doit être même l'interlocuteur de tous les Ivoiriens, de tous les Africains qui veulent être informés sur ce qui se passe au sein, je dirais, dans le dossier à la CPI. Donc je pense que en tant qu'interlocuteur, il a toujours joué son rôle et bon, ça me satisfait. Votre dernier coup de fil avec Maître Atit, ça date de quand? Bon, ça, c'est pas là le plus important. C'est pas ça le plus important. Le dernier coup de fil que je lui ai passé, je peux même lui passer un coup de fil tout de suite si j'ai un besoin, d'information. Alors, Maître Atit est effectivement en train de suivre le procès. Alors, on parle d'une libération conditionnelle ou alors une libération provisoire. Est-ce que vous avez cette nouvelle aussi? Non, je ne suis pas informé de ça. Je ne suis pas vraiment informé de ça. Mais je veux qu'on soit, comme on le dit en Côte d'Ivoire, que chacun fasse son travail. Les avocats ont leur rôle à jouer. Les politiques ont leur rôle à jouer. Le peuple a son rôle à jouer. Donc, si les avocats veulent jouer le rôle de la politique, si les politiques veulent jouer le rôle de l'avocat, vous voyez que ça sera compliqué. Voilà. Donc, laissons les avocats continuer. Et je profite de vos caméras pour féliciter le travail qu'ils ont fait. Le travail de restitution de la vérité qu'ils ont fait. Et qu'ils continuent dans ce sens-là. Stéphane Kipré, restons sur les questions d'actualité. Hier, le président français François Hollande recevait le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO. Quel est votre sentiment sur cette question? C'est un prix. Voilà, je pense que le jury a ses critères de choix. Maintenant, c'est le président Hollande a reçu le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, mais il a été rajouté par rapport à l'intervention au Mali. Voilà. Moi, en tant que politique, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que l'intervention au Mali a des effets collatéraux. Aujourd'hui, vous entendez parler, vous avez suivi ce qui s'est passé au Niger. Vous suivez ce qui se passe dans la sous-région. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on entend parler de djihadistes en Côte d'Ivoire. Ce sont les effets collatéraux de cette intervention. Je ne suis pas contre la lutte contre le terrorisme, je ne suis pas contre la lutte contre les extrémistes, mais je suis contre l'intervention étrangère dans un pays donné. Pour moi, les forces qui devaient se mettre ensemble devaient aider l'armée malienne à reconquérir le territoire malien. Mais à ce sujet, hier, dans son intervention, François Hollande a lui-même dit que d'ici la fin de l'année, il convierait un certain nombre de chefs d'État africains ici à Paris pour mettre en place cette force d'intervention africaine.
Pourquoi voulons-nous régler le problème des Africains sur une autre terre que la terre africaine? Ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire. Nous, on a suivi Marc aussi. Ça n'a jamais marché. Essayons autre chose. Les Africains sont capables de pouvoir régler leurs problèmes sur leur terre. Si nous devons parler du Mali, allons-y parler du Mali au Mali. Que les enfants du Mali se mettent ensemble au chevet de leur pays pour parler des problèmes de leur pays. Parce que l'Occident ne pourra jamais nous apporter des solutions. Et nous avons essayé, ça n'a pas marché. Que l'expérience puisse parler pour nous. Justement, à l'occasion de cette remise des prix à Paris ici, nous avons rencontré Anaki Kobena, le président de votre ancien parti, et il a exigé, entre autres, la libération de tous les prisonniers du camp Gbagbo. Et il a même lancé un message de réconfort au président Laurent Gbagbo qu'il a traité de mon frère. Il lui a demandé de prendre courage. Quelle interprétation, à votre avis, doit-on faire d'un tel message? L'interprétation, c'est ce qui doit être. Vous voyez, il faut que depuis 2 ans, depuis avril 2011, Gbagbo Laurent est en prison. Nous avons plus de 850 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, détenus dans des conditions difficiles. Mais on constate que la Côte d'Ivoire ne bouge pas. La réconciliation n'est pas un slogan. La réconciliation, ce sont des actes. Et aujourd'hui que la vérité au niveau de la CPI commence à ressortir, il est temps maintenant que la vérité politique puisse ressortir. Et la vérité politique pour moi est, revenons à qu'est-ce qui a créé le problème en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a créé le problème en Côte d'Ivoire? Trouvons une solution à qu'est-ce qui a créé le problème en Côte d'Ivoire et acceptons que chacun puisse jouer son rôle. On ne peut pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans Gbagbo Laurent. On ne peut pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans les partisans de Gbagbo Laurent. Donc, quand nous tous, nous aurons compris ça, et je sais que chacun a compris, mais on peut avoir compris quelque chose et refuser de l'appliquer. Je pense que, en voyant l'intervention d'Anaki Kobena, qui est président d'un parti politique, membre du RHDP, je comprends que le RHDP commence à comprendre que la solution de la crise en Côte d'Ivoire passe aussi par l'implication réelle et véritable de Gbagbo Laurent. Oui, Philippe. Restons toujours au Mali, pour suivre en tout cas le conducteur. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait que les Africains règlent leurs problèmes en Afrique, puisque le confrère parlait d'une éventuelle réunion, rencontre à Paris, et convoquée par Hollande. Selon vous, la CEDEAO a-t-elle échoué? On peut aujourd'hui dire que la médiation de Blaise Compaoré dans cette crise malienne n'a pas abouti? Je ne dirais pas que la CEDEAO a échoué. Je dirais que la CEDEAO n'a pas terminé. Donc, comme la CEDEAO n'a pas terminé et que la CEDEAO a des difficultés pour avancer, montons à l'instance supérieure, qui est l'Union africaine. C'est ce que je dis. L'Union africaine doit se... Et ce qui m'a dérangé dans la question de votre confrère, c'est de dire qu'il sera convoqué à Paris une réunion pour parler d'une solution à la crise malienne. Je dis que l'endroit n'est pas propice. Si on me dit il sera convoqué à Cotonou ou à Lomé ou en Afrique du Sud ou en Égypte, une solution pour réfléchir à la crise malienne, je suis d'accord. Mais les sommets France-Afrique, ce n'est pas nouveau. Les sommets France-Afrique ne sont pas nouveaux, mais qu'est-ce que les sommets France-Afrique ont apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que les sommets France-Afrique ont apporté à l'Afrique? Il faudrait... ce qui n'a pas marché hier. En quoi est-ce que véritablement ça pose problème qu'on réunisse les chefs d'État africains, qu'on mette une force d'intervention africaine à Paris? En quoi est-ce que c'est un problème pour vous? Vous êtes, apparemment, vous êtes dans la logique souverainiste selon laquelle... Non. S'il te plaît. Vous êtes dans une atteinte à la souveraineté des États africains? Ce n'est pas une atteinte à la souveraineté des États africains. Ce que j'ai dit, lorsque il y a, aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème en Grèce, même si c'est un problème économique, pourquoi le sommet sur la Grèce ne s'est pas tenu à Brazzaville? Pourquoi
le sommet sur la Grèce ne s'est pas tenu à Brazzaville. Et donc, pourquoi alors le problème du Mali doit se tenir à Paris? Pourquoi? C'est là, je me pose la question. Je n'ai pas la réponse, mais je vous pose la question. Pourquoi est-ce que, lorsqu'il y a un sommet de l'Union européenne, un président africain ne vient pas intervenir à la tribune, et lorsqu'il y a un sommet de l'Union africaine, un président européen pas redéfinissons nos relations. Redéfinissons nos relations. Parce que les relations maître à esclave, les relations professeur à élève ne marchent plus. Il faudrait que nous sortons des discours pour entrer dans les actes. C'est ce que je suis en train de dire. Ok, parlant des actes, nous allons revenir véritablement à l'action de l'opposition ivoirienne et de la vie politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas la possibilité de s'exprimer en Côte d'Ivoire, manifester, je dirais. Et les partisans de Laurent Gbagbo ne s'expriment qu'en Europe et principalement à Paris. Depuis un moment, nous avons senti, surtout votre organisation, senti très actif dans le milieu des associations de résistance aux autorités ivoiriennes. Vous avez même d'ailleurs, au dit d'un certain nombre de vos représentants ici en France, participé à l'organisation d'une manifestation à La Haye dénommée la marée orange, qui a eu pour effet un impact important dans l'opinion publique néerlandaise. Qu'est-ce à dire sur le retour de Stéphane Kipré sur l'organisation politique, dans l'action politique ivoirienne? Bon, le retour, il faut déjà être parti pour revenir. À communauté en élection, vous n'entendez plus? Oui, mais cher ami, on ne parle pas pour parler. Vous voyez, quand on est en politique, on ne parle pas pour parler. On parle quand on pense que sa voix peut faire avancer la lutte. Et le plus important dans ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire, on ne peut plus faire des activités politiques. C'est ça, c'est ce qui est grave. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus faire une manifestation. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus revendiquer. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus se réunir pour pouvoir développer ses idées. Donc, où est-ce que la Côte d'Ivoire s'en va? Un pays où l'opposition ne peut pas manifester, un pays où on ne peut pas dire ce qu'on pense, c'est un pays qui va droit dans le mur. C'est ça le plus important. Donc, si l'Occident et la diaspora ivoirienne se lèvent, c'est à encourager. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tous les différents Ivoiriens. Féliciter ceux qui sont tout le temps dans la rue. Féliciter les Africains qui vont à La Haye, qui sont à Paris, qui sont dans toutes les capitales pour manifester, pour qu'il y ait un retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc ça va au-delà des partis politiques. Si l'UNG ne le fait pas, que d'autres le font, je les félicite. Si l'UNG le fait avec les autres, je les félicite. Nous sommes dans un combat qui va au-delà des partis politiques. Nous sommes dans un combat qui engage un peuple. Et nous sommes dans un combat qui sera le combat témoin pour les autres peuples africains. Donc ne réduisons pas les combats à notre personne, ne réduisons pas les combats à nos associations, ne réduisons pas les combats à nos mouvements politiques, mais remettons le combat au niveau africain. C'est pour cela que je le dis, je salue tous les Africains, je salue tous les Européens, je salue tous ceux qui ont compris que nous sommes dans un combat, je dirais, pour la libération de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la libération de l'Afrique. Je voulais rebondir sur ta question, cher confrère. Parlant toujours, en tout cas, d'une UNG, l'Union de Nouvelle Génération, représentant France, qui était un peu timorée au départ, qui subitement s'est réveillée. Et à quel moment, juste après, en tout cas, l'audience de confirmation de décharge contre Laurent Gbagbo, c'est pas grave, il a expliqué, mais concrètement, M. Stéphane Kipré, en dehors de la France, où est-ce qu'on trouve encore l'UNG? L'UNG, d'abord, ce n'est pas en dehors de la France, c'est d'abord en dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que c'est un parti politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, elle a ses représentations, comme tout parti politique en France, dans les grandes capitales, dans les pays où il y a une diaspora
ivoirienne. Donc il y a la France. Voilà, il y a la France, mais c'est, je dirais, en Europe. Le parti est structuré en Côte d'Ivoire et à ses représentations un peu partout. Donc il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, on a une représentation aux États-Unis, on a une représentation en Italie. Voilà, c'est... Je ne sais pas si je reprends votre question. Franchement, à vous entendre parler, d'abord, à vous parler avec hésitation, mais carrément c'est silence à radio. Hein. On n'entend que Paris parler, mais les États-Unis, l'Allemagne, nous qui vivons en Occident. Cher ami, nous ne sommes pas dans une course. Vous voyez? Et je le dis, depuis le 11 avril, Stéphane Kipré n'est pas dans un combat de parti politique. Depuis le 11 avril, Stéphane Kipré est dans un combat, je dirais, par rapport à une vision politique. Ça va au-delà des partis politiques. Ne réduisons pas le combat dans lequel nous sommes à des natures de partis politiques, parce que ça va être on va minimiser. Nous sommes dans un combat de libération, je dirais, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un combat de libération de l'Afrique. Et donc, ça va au-delà des partis politiques. Je le dis. Vous êtes un leader, vous incarnez aussi un mouvement. Vous êtes un leader aussi. Si le combat de la libération de la Côte d'Ivoire ne doit pas passer par l'Union des nouvelles générations et qu'il passera par autre, je suis dedans. Okay. N'empêche que l'existence de l'UNG n'est pas remise en cause. Alors, avant même la crise, l'UNG revendiquait combien de militants? Combien de militants l'UNG revendiquait une implantation nationale en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas vous donner le chiffre de militants parce que c'est avec les cartes de militants que nous on peut déterminer. Mais une chose est sûre, pour celui qui est en Côte d'Ivoire, parler de l'Union des nouvelles générations, il sait exactement c'est quoi. L'UNG revendiquait une implantation nationale. On avait comme le sentiment que l'UNG se réduisait simplement à vous, parce que certains disent c'est parce qu'il est le beau-frère du président que l'UNG est le beau-fils du président, qu'il a une certaine audience. Cher ami, ça c'est des débats pour moi qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui en juin 2013. La Côte d'Ivoire connaît une situation démocratique chaotique. Les Ivoiriens sont emprisonnés. Les Ivoiriens sont dans, je dirais, l'état le plus bas économiquement. Qu'est-ce qui peut faire sortir la Côte d'Ivoire de cette situation? C'est ça le débat. Ok, revenons aux organisations de soutien au président Laurent Gbagbo. Et il n'y a pas longtemps, lors de la journée du militant du Front populaire ivoirien ici en France, Désiré Porquet, qui était très proche qui est un proche du président Laurent Gbagbo, disait comme ça qu'on ne peut pas prétendre aimer Laurent Gbagbo et le suivre et aller créer un autre parti politique ailleurs. Quel est votre sentiment sur ces organisations politiques aujourd'hui, ou du moins ces organisations de soutien à Laurent Gbagbo qui deviennent des mouvements politiques? Je dirais, je prends l'exemple le plus illustre, le PROJEP et aujourd'hui le CRI panafricain d'Abel Naki. Quel est mon sentiment? Je salue le travail que chacun fait. Voilà. Je salue le travail que chacun fait. Et c'est pour cela que j'ai eu à féliciter du travail qui est fait. Mais chacun voit la politique à sa manière. Mais le plus important, c'est le combat dans lequel nous sommes. Je n'ai pas de sentiment particulier parce que ce sont des organisations libres, mais je sais une chose, c'est que ces organisations-là marchent dans le même combat que mon organisation, marchent dans le même combat que mon combat. Alors avançons jusqu'à ce que nous ayons un résultat, l'aboutissement de ce combat-là. Ok. Sur cette question, pas d'interrogation, nous allons revenir maintenant sur la question de vos rapports avec les partis politiques ivoiriens et principalement le FPI. Tout dernièrement, nous avons appris que vous avez été très important dans la médiation, dans le fait que le président sénégalais Macky Sall ait voulu soit rentré dans la médiation, dans la crise ivoirienne, et que c'est vous vous êtes intervenu pour que le FPI soit reçu par le président sénégalais Macky Sall. Aujourd'hui, nous avons vu qu'à la sortie de cette rencontre, lorsque le FPI est allé discuter avec le gouvernement ivoirien, vous êtes fendu d'un communiqué dans lequel vous avez quasiment posé les préalables que vous venez de citer, c'est-à-dire on ne peut pas aller à la réconciliation sans Laurent Gbagbo, on ne peut pas aller à la réconciliation sans les prisonniers politiques,
on ne peut pas à la réconciliation sans les exilés. Aujourd'hui, est-ce que vos rapports avec le FPI et les autres organisations politiques sont de quelle nature? Surtout que vous êtes des alliés du FPI au sein du CNRD. Mais j'ai de très bons rapports avec le FPI. J'ai de très bons rapports avec toutes les organisations qui sont dans le combat de Gbagbo Laurent. J'ai de très bons rapports. Pour revenir sur le Sénégal, ce n'est pas qui a organisé qui est le plus important. C'est qu'est-ce que nous sommes partis faire. Nous sommes partis parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes partis présenter la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qui a organisé, qui n'a pas organisé. Est-ce qu'il était important d'aller parler de la Côte d'Ivoire? Et il était important d'aller dire la vérité sur la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et c'est ce que nous continuons de faire. Et c'est ce que nous devons faire. Mais au lendemain de la rencontre FPI, le gouvernement ivoirien, apparemment, vous n'avez pas apprécié les thèmes de la discussion, ce que le FPI a eu avec le gouvernement ivoirien. Vous dites apparemment. Je me souviens encore de votre communiqué dans lequel vous aviez posé comme préalable à toute discussion, même vers la réconciliation, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés. Ce n'est pas un préalable. Quand on parle de la libération de Gbagbo Laurent, quand on parle de la libération des autres prisonniers, quand on parle du retour des exilés, ce n'est pas un préalable. C'est un gage de réussite. Celui qui veut qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut qu'il sache que la seule voie, c'est d'avoir Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, assis autour d'une table, ayant chacun ses partisans, pour qu'on pose les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on me parle de préalable, je dis non. Je dis c'est un gage de réussite. Et c'est ça que nous devons retenir. Si on veut vraiment réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'une chose est de dire et une chose est de faire. Quand on parle de la réconciliation devant les caméras, il faudrait qu'on parle de la réconciliation hors des caméras. Donc, en posant, je dirais, notre manière de voir les réconciliations, c'est de dire, c'est l'engagement que nous prenons pour aller à la réconciliation, c'est le gage que nous donnons à la réconciliation. La libération de Gbagbo Laurent, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, pour qu'on puisse tous s'asseoir autour de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vraiment revenir. En tout cas, on va rester à vos temps d'exil. Pendant ce temps, comme vous le dites, il faudrait que chacun soit à sa place, il faudrait que chacun fasse son travail. Vous reconnaissez qu'effectivement, vous étiez en tout cas la cheville ouvrière de la rencontre entre le FPI et le président Macky Sall. On sait aussi que vous êtes dans le couloir, en tout cas, de la diplomatie. On a appris aussi, certainement vous allez confirmer ou infirmer, que vous avez été très en avant entre certaines rencontres entre le ministre Charles Blé Goudé et certains chefs d'État de la sous-région. Aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé a été extradé en Côte d'Ivoire. Concrètement, beaucoup de choses se disent sur cette extradition-là. Vous, quelle est votre vérité? Vous qui l'avez connue depuis la Côte d'Ivoire et aussi en exil. Je n'ai été à la base de rien. Je n'étais à la base d'aucune rencontre. Et sortons des rumeurs. Je n'étais à la base d'aucune rencontre. Là, je m'ai introduit quelque part auprès d'un chef d'État. Mais je vous dis que je n'étais à la base d'aucune rencontre. Donc quand vous me dites si je ne l'ai jamais introduit, c'est la réponse se trouve dans ce que j'ai déjà dit. Voilà. Maintenant, j'ai appris comme tout le monde que Blé a été arrêté. Nous avons condamné. Parce que c'est encore rajouter un prisonnier de plus. C'est encore compliquer la réconciliation. Donc, même si ce n'était pas Charles Blé Goudé, que c'était M. Kofi Kwasi X, à partir du moment où un Ivoirien est injustement arrêté, un Ivoirien est torturé, ça vient encore compliquer la situation, je dirais, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On parle de deal entre Blé Goudé. Oh, je ne peux pas, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Je n'ai aucun élément pour parler de deal. Est-ce que les 853 prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire ont dealé? Est-ce que
ne spéculons pas. Il a été arrêté. Nous condamnons cela et il faut qu'il soit libéré au même titre que tous les autres prisonniers en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit libéré au même titre que le secrétaire général de l'Union des Nouvelles Générations, Étienne Nguessan, qui se trouve en prison depuis 5 mois. Donc tout le monde doit être libéré pour pouvoir apporter sa pierre à la réconciliation. Alors, Président, certains membres du CNRD, certains leaders des partis politiques membres du CNRD sont rentrés en Côte d'Ivoire. Alors, n'est-il pas temps pour vous, à l'instar de ces hommes politiques-là, de tenter de saisir la main de Ouattara? Parce qu'ils le clament partout, ils demandent à tous les leaders politiques de rentrer. Merci d'avoir utilisé le terme tenter. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, on a quelque chose, on dit tenter et regretter. Voilà. Faisons le bilan de ceux qui ont tenté et regardons qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas maquiller la réconciliation. On ne peut pas vouloir réconcilier X et puis laisser de A à Y. Réconcilions les Ivoiriens. Et nous sommes sortis pour une cause. Nous sommes sortis parce que il y a la situation sécuritaire dans notre pays ne nous permettait pas de pouvoir vivre la démocratie. Donc le jour où on devra trouver une solution, la solution devait être une solution globale. Et pour qu'il y ait une solution globale, la personne qui peut être, en tout cas, moi, mon interlocuteur, dans cette discussion-là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc le jour où Gbagbo Laurent trouvera une solution avec, je dirais, ceux qui sont en face, vous verrez qu'on n'aura pas besoin de demander à un seul Ivoirien qui se trouve en dehors de la Côte d'Ivoire de rentrer. Ça, c'est un préalable, ça. C'est pas trop demandé. Ce n'est pas un préalable. Je reviens dessus. C'est un gage de réussite. C'est un gage de réussite. Mais comment est-ce qu'on peut penser parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans parler de Gbagbo Laurent? Comment est-ce qu'on peut penser? Et je suis sûr que ceux qui le font, ils le font pour les caméras. Mais en réalité, ils savent que c'est la solution. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on veut réellement d'une réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on veut d'une réconciliation en Côte d'Ivoire quand on donne une mission à une commission de dialogue, vérité, réconciliation et qu'on crée à côté une autre commission pour faire le même travail? Est-ce qu'on veut vraiment de réconciliation en Côte d'Ivoire lorsque on demande à un exilé de rentrer et on arrête celui qui est déjà en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on veut vraiment de réconciliation en Côte d'Ivoire lorsque, pendant qu'on est en train d'avancer dans un processus, du jour au lendemain, on commence à déterrer des corps et on commence à accuser ces corps d'être des victimes de pro-A contre des pro-B? Il y a trop d'éléments. Et pour moi, je le dis, les exhumations de corps qui sont en train de se passer aujourd'hui, par-ci, par-là, en Côte d'Ivoire, en tout cas ne m'engagent pas les pro-Gbagbo. Tout ce qui sortira de ces résultats d'autopsie ou d'enquête qu'ils feront, n'engageront que ceux qui sont en train de le faire. N'engageront que ceux qui sont en train de le faire. Il faudrait que nous puissions revenir à une solution véritable. Et la solution véritable, c'est d'avoir les interlocuteurs véritables pour trouver une solution réelle et véritable. Restons toujours en exil, un sujet quand même qui pourrait intéresser plus d'un. Pendant vos temps d'exil, vous avez côtoyé, au-delà du, en tout cas, de Blé Goudé dont je parlais tantôt, mais aussi d'autres cadres du FPI exilés au Ghana. Au début, en tout cas, de ce temps d'exil-là, on avait appris des bruits comme quoi il y avait deux clans. Il y avait un clan à Soadou, on a dit président du collectif des cadres FPI, et puis un autre clan, Kone Katina, qui est un peu le parola du président Laurent Gbagbo. Vous, Stéphane Kepré, vous situez où? Vous avez dit que vous avez appris des bruits. Je ne marche pas au son des bruits. Donc comme ce sont des bruits, je ne commente pas les bruits. Je commente la réalité et la vérité. Mais la réalité, c'est que réellement, au Ghana, il y a deux clans. Chez les pro-Gbagbo. Mais comment vous savez ça? Oui, mais ça ne peut pas se masquer, on voit les communiqués que les deux... Allez-y poser la question. Allez-y poser la question aux concernés. Vous dites que vous avez remarqué, vous dites que vous avez analysé
vous dites que vous avez fait vos enquêtes, alors que les résultats de vos enquêtes vous amènent vers les concernés pour poser la question. Vous êtes tous disciples de Gbagbo Laurent, c'est pourquoi on vous pose la question. Oui, mais chacun a un nom. Vous êtes en train de dire que vous voyez tout le monde, vous voyez Ekone Katina et Ansouadou, vous voyez tout le monde, vous. Je vois tous les Ivoiriens. Je vois tous les Africains. Je vois tous ceux qui pleurent par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. Je vois tous ceux qui sont victimes de la crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'existe pas une victime A. Stéphane Kipé n'est pas plus victime que monsieur l'inconnu qui se trouve dans une prison en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipé n'est pas plus victime que le réfugié qui vit dans des conditions difficiles dans ce camp de réfugiés parce qu'il a tout perdu. Donc ne nous devons pas catégoriser les victimes. Nous sommes tous des victimes, nous sommes tous des exilés et nous devons trouver une solution pour tout le monde. Sauf que tous les exilés ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont quand même un peu les moyens et justement les réfugiés aujourd'hui au Ghana, au Togo, au Bénin se plaignent du fait que ceux-là même qui ont les moyens ne les aident pas assez. L'UNG fait quoi concrètement? Ou l'UNG a fait quoi jusque-là pour les réfugiés? Je n'ai pas acclamé devant les caméras ce que l'UNG fait. Parce que ce n'est pas... on ne le fait pas pour des trophées. On ne le fait pas pour des trophées. Nous sommes tous dans des difficultés. Nous devons trouver le plus rapidement possible une solution à la crise ivoirienne pour que chaque Ivoirien puisse retrouver son toit. Chaque Ivoirien puisse retrouver sa dignité. Parce que les Ivoiriens ont perdu leur dignité. Et nous devons nous battre pour que la réconciliation rapporte la dignité à tout un chacun. Ok, nous avons fini cet aspect. Nous revenons tout à l'heure dessus si vous avez quelques autres interrogations. Pour vous demander, Stéphane Kipré, comme le disait tout à l'heure mon confrère, quelle est votre véritable base électorale aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ou véritablement vous pesez quoi pour pouvoir être une personnalité politique influente en Côte d'Ivoire? Vous direz que j'ai botté votre question en touche, mais je vous dis, vous savez, allons-y, vous savez... J'aimerais préciser une chose. Vous êtes certainement de la génération, vous êtes le président des nouvelles générations, vous êtes de la génération des jeunes hommes politiques qui ont décidé de rompre avec les vieilles habitudes, c'est-à-dire la langue de bois. J'espère que vous n'avez pas nous fait le jeu de la langue de bois tout à l'heure. Je ne vous fais pas le jeu de la langue de bois. Ce que je vous suis en train de vous dire, je dis que j'espère que vous comprenez que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat qui va au-delà des personnes. J'espère que vous avez compris que le combat dans lequel la Côte d'Ivoire est n'est pas un combat de personnes, c'est un combat d'une nation. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas le ramener à une personne. Je préfère que Stéphane Kipré ne soit rien pour que la Côte d'Ivoire retrouve un aspect démocratique, que Stéphane Kipré soit quelqu'un pour que la Côte d'Ivoire reste dans cette situation. Il ne s'agit pas de Stéphane Kipré, il s'agit d'un combat national, il s'agit d'un combat africain. Et je ne veux pas avoir la prétention de ramener ça à ma personne. Donc au jour d'aujourd'hui, pour moi, la personne de Stéphane Kipré n'existe pas. Il existe un combat commun dans lequel chaque Ivoirien, chaque Africain doit se retrouver jusqu'à l'aboutissement de ce combat-là. Vous voulez dire quoi? L'UNG est mort, vive Gbagbo Laurent? L'UNG est mort, vive Gbagbo Laurent, ce sont des slogans. Je dis, c'est un combat qui est incarné par Gbagbo Laurent et nous devons nous tous nous mettre dans ce combat-là. Donc, je ne rentre pas dans les slogans. Je dis, nous sommes dans un combat. Ce combat est incarné par une personne. Mettons-nous derrière cette personne pour pouvoir faire aboutir ce combat dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et dans l'intérêt de l'Afrique. Concrètement, pourquoi avoir créé un parti politique alors que vous avez de l'affection, en tout cas de l'admiration pour un leader qui existe déjà? Pourquoi vous ne vous êtes pas fondé dans le FPI carrément? L'UNG a sa vision, l'UNG a son projet de société, l'UNG a ses militants, l'UNG a sa manière de fonctionner. Ça, c'est l'UNG. Nous sommes dans un combat et le combat est incarné par Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas égal UNG, Gbagbo Laurent n'est pas égal FPI,
Gbagbo Laurent est égal à Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est égal à Afrique. Ça, c'est la démagogie, ça. Donc, ce ce n'est pas de la démagogie, c'est ce qui est. Pensez-vous que tous les Africains qui sont dans les rues, pensez-vous que tous les Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés, pensez-vous que tous les Ivoiriens qui sont dans ces prisons sont militants de partis politiques? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Tous ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui sont en train de combattre pour la vérité. Et la vérité n'a pas de coloration politique. Un combat vrai n'a pas de couleur politique. Un combat vrai est incarné par une personne et incarné par un peuple. Voilà pourquoi je dis, allons-y, ne réduisons pas le combat dans lequel nous sommes à une personne, à un mouvement politique, à une association. Ramenons le combat dans lequel nous sommes à un idéal. Et cet idéal aujourd'hui est incarné par Gbagbo Laurent. Si vous avez une question sur le sujet du poids de l'UNG dans le paysage politique ivoirien, j'espère. Oui, justement, parce que moi, je vais rester un peu dessus. Le président Stéphane Kipré est accusé par ses détracteurs comme étant un président, un homme politique bling-bling. Donc, alors, il faut bien que vous donniez une réponse à tous ceux qui vous disent que vous êtes là parce qu'on vous a mis là. Je ne réponds pas à ça. J'apporte ma pierre. Si ma pierre fait avancer le combat, je bénis Dieu pour ça. Okay. Nous ne sommes pas dans une concurrence. Nous ne sommes pas dans une course. Nous sommes dans un idéal. Venons au combat dont vous parlez. Aujourd'hui, dans l'état actuel de la Côte d'Ivoire, politique, administratif, social et militaire, que pensez-vous des prochaines échéances électorales pour la présidentielle de 2015? Est-ce que dans l'état actuel des choses, l'UNG, quelle sera la position de l'UNG si on reste à l'état actuel des choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire? J'ai peur pour la suite. Parce que avant même de parler de 2015, faisons le bilan de ce qui s'est passé d'abord aux législatives. Législatives que nous avons boycottées parce que les conditions n'y étaient pas réunies. Faisons ensuite le bilan des élections municipales qui se sont passées, que nous avons boycottées parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mais quand vous voyez des alliés commencent à se battre entre eux pour quelque chose que nous avons décrié hier, cela veut dire que demain sera encore plus grave. Avant de parler de 2015, nous devons parler du véritable problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je le dis souvent qu'il est dommage qu'on puisse, je dirais, s'appesantir sur les crises dans les pays africains juste après des élections. Il est temps maintenant d'anticiper. Quittons dans la crise post-électorale, venons aux crises pré-électorales. Parce qu'il y a une crise qui s'annonce quand on voit les combats qui se passent entre les alliés. Mais il y a une crise qui s'annonce lorsque on veut, de façon volontaire, mettre une population, je dirais, des Ivoiriens de côté. Mettre des Ivoiriens en dehors du processus électoral. Parce que nous sommes contraints d'être en dehors du processus électoral. Qui dit que Stéphane Kipré n'était pas intéressé aux législatives, n'était pas intéressé aux municipales, n'était pas intéressé aux autres élections? Mais en étant en exil, forcé, je me suis mis en dehors. On m'a contraint d'être en dehors. Ceux qui sont en prison sont contraints d'être en dehors. Les réfugiés sont contraints d'être en dehors. Donc pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire ensemble à l'heure des élections apaisées, trouvons les solutions aux problèmes qui nous ont amenés à boycotter ces élections-là. Ok, oui, Philippe. Excusez-moi si comme il parle des exilés, on a aussi vu que tous les pro-Gbagbo ont eu leur compte gelé, ils vivent l'exil difficilement. Mais vous, à vous voir, vous sentez la grande forme. D'où est-ce que vous tirez cette énergie-là? Les amis, certainement, dans notre région. Cher ami, j'ai mal. Quand je vous entends poser des questions qui minimisent le combat de la Côte d'Ivoire, quand je vous entends parler de vous respirer la grande forme,
vous ramenez le combat de la Côte d'Ivoire à ma personne. Vous êtes devant nous, il s'agit de vous. Oui, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Pourquoi voulez-vous me voir dans un état pitoyable? Pourquoi voulez-vous me voir dans un état de pleurnichard? Nous avons pleuré et nous avons arrêté de pleurer depuis le 11 avril. Essuyons nos larmes et avançons. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat de pleurs. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat pour s'apitoyer sur son cas. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat pour faire avancer notre pays. Et chacun doit faire son sacrifice. Avec l'UNG, l'Union des nouvelles générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ancienne génération? Oh, cher ami, avançons sur les choses. C'est une question. Mais s'il te plaît, Philippe. C'est une question, je pose une question. S'il te plaît, pour l'instant, c'est moi qui dirige ici l'entretien. Oui, mais je veux comprendre là aussi l'avis de Dupré. Augustin. Oui, Président, il n'y a pas longtemps, le FPI a lancé un appel, parlant de la politique nationale, au PDCI. Une alliance FPI-PDCI. Et au-delà de ça, vous allez certainement revenir dessus, donner votre sentiment sur cette question, mais il y a aussi un jeune, comme vous, qui ne s'était pas, qui parle. Il est du PDCI, il s'appelle Kakabé. Il est en train de dire, et tout le monde l'entend, qu'il est temps pour BD de prendre sa retraite. Sur ces deux sujets, quel regard vous annoncez? Concernant l'appel du FPI au PDCI, je l'ai salué. Mais je dis même que l'appel, c'est du FPI au peuple ivoirien. Ça doit aller au-delà du PDCI. Cet appel s'adresse certes au PDCI, je le pense, mais l'idée, c'est d'appeler le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a s'unir pour pouvoir refuser la mort de la Côte d'Ivoire. Appeler le peuple ivoirien à s'unir pour pouvoir refuser ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se relève. Donc, je salue cela, mais je dirais, dire que cet appel-là n'est pas seulement adressé au PDCI, mais cet appel est adressé à tous ceux qui se sont concernés par rapport à la Côte d'Ivoire. Cet appel même va plus loin. Cet appel s'adresse à ceux qui ont cru bien faire hier, en installant, je dirais, en contribuant à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Cet appel-là s'adresse aux alliés du pouvoir en place, ceux qui étaient des alliés hier. Est-ce qu'ils avaient cru, ou bien est-ce qu'ils étaient d'accord avec le fait que installer un pouvoir en Côte d'Ivoire devait conduire à avoir, je dirais, des gens se faire torturer? Est-ce que le soutien que Sarkozy a apporté était pour que les Ivoiriens se fassent torturer? Est-ce que le soutien que l'ONU a apporté, c'était pour que les droits de l'homme soient violés en Côte d'Ivoire? Est-ce que le soutien que les pays africains, certains pays africains ont apporté, c'était pour que l'économie de la Côte d'Ivoire soit à ce niveau? Je pense que tout le monde s'est fait tromper. Les alliés d'hier se sont fait tromper. Ceux qui avaient bien et qui ont cru qu'ils étaient dans la vérité se sont fait tromper. Est-ce que les militants, même du RDR, pensaient que ce qui s'était en train de se passer était pour qu'on ait une seule voix en Côte d'Ivoire? On ait seulement la voix du RDR, sachant que la Côte d'Ivoire était rentrée dans une véritable démocratie où chacun avait le droit de parler. Donc, nous sommes dans une situation où tout le monde s'est trompé. Donc, tous ceux qui se sentent trompés doivent se mettre ensemble pour corriger la tromperie. C'est ça l'appel que le FPI a fait. Ok, nous allons avoir deux derniers, s'il vous plaît. La question de Kakabé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne me permets pas d'intervenir dans les questions internes aux partis politiques. Comme je ne permets pas à qui que ce soit d'intervenir dans les questions internes à l'UNG. C'est une question interne au PDCI que le PDCI trouve une solution en interne. Deux dernières interventions. Okay. Pour rester toujours dans l'esprit de la réconciliation en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, deux tendances se dégagent à Abidjan. Il y a une première tendance qui, en tout cas, exige l'ouverture du jeu démocratique
pour que effectivement tous les partis politiques, y compris l'ONG, en tout cas, participent à cette élection-là. Il y a une tendance qui parle de plus en plus, en tout cas, de la création d'une coalition anti-Ouattara en 2015, du tout sauf Ouattara, un peu comme le M23 au Sénégal. L'UNG se situe où dans ces deux tendances-là? L'UNG se situe dans ouvrir l'espace démocratique en Côte d'Ivoire. Parce que les questions d'alliance, ce sont des questions qui se préparent. Voilà. Pour le moment, je ne pense pas que nous sommes à l'étape de parler d'alliance par rapport à des élections. Nous sommes à l'étape de parler d'alliance pour ramener la Côte d'Ivoire sur le chemin. Parce que la Côte d'Ivoire est en dehors du chemin. Donc c'est ça d'abord le plus important. Lorsqu'on aura ramené la Côte d'Ivoire sur le chemin, que la Côte d'Ivoire sera prête à parler d'élections, maintenant on verra quelles sont les alliances politiques en vue de ces élections-là. Si le président Ouattara vous tendait la main, que feriez-vous? Je lui dirais de tendre la main à Gbagbo Laurent. C'est la main de Gbagbo Laurent à saisir, ce n'est pas la main de Stéphane qui peut en saisir. Son interlocuteur pour la réconciliation en Côte d'Ivoire s'appelle Gbagbo Laurent. Ok, moi ma dernière intervention, on va vous laisser le mot de fin. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a, c'est mon impression, hein, qu'il y a deux combats. Vous, le vôtre, la libération de Laurent Gbagbo, la libération des prisonniers politiques, le retour des exils en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, à lui, son combat à lui, c'est le recomptage des voix de l'élection de 2010. Pour vous, comment mettez-vous ces deux éléments dans la balance? Je vous remercie parce que c'est important. Tout à l'heure, je disais que les juges de la CPI ont dit la vérité juridique sur les preuves qui ont été apportées pour ouvrir un procès à la CPI. Ça, c'est la vérité juridique. Maintenant, il est temps que la vérité politique se dise. Et la vérité politique, c'est laquelle? Qui a gagné les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Parce que tant que nous ne répondons pas à cette question, on ne pourra pas débattre de l'avenir. Qui a gagné? C'est quand on sait qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, on saura qui était à la base de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, alors on pourra trouver une solution politique. Mais ça, c'est de la politique. Et je me rappelle, le 11 avril 2011, le président Laurent Gbagbo a dit « Nous avons fini la crise armée, rentrons et trouvons une solution à la crise politique. » Et je peux aujourd'hui le dire que les juges de la CPI sont en train de finir la crise juridique, continuons de trouver une solution à la crise politique. Et la crise politique a une clé. Qui a gagné les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire? La tendance, c'est que dans la nuit du mardi à mercredi hier, il y a eu un minicar, en tout cas transportant des footballeurs de l'Est Bafing, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Touba, qui a été attaqué par des braqueurs à 5 km de Bangolo, faisant un bilan de 2 morts et de 23 blessés. Voilà ainsi posé, en tout cas, la question de l'insécurité en Côte d'Ivoire, surtout à l'ouest, où ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. Une part de la Côte d'Ivoire, c'est qui a payé le plus lourd tribut. Aujourd'hui, si les estimants devait se prononcer, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, depuis à l'ouest, qu'est-ce qu'il dirait? L'ouest de la Côte d'Ivoire, je dirais, est la représentation de la souffrance de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en l'ouest, en Côte d'Ivoire, c'est le témoignage. Et je voudrais déjà compatir, je voudrais déjà pleurer avec ce peuple, à travers eux, pleurer avec les Ivoiriens. Mais la question de la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est une question nationale. Quand on apprend que, en plein midi, l'université d'Abidjan Cocody est braquée, quand on apprend que les banques sont braquées, il y a une véritable question sécuritaire. Quand on entend parler de djihadistes en Côte d'Ivoire, il y a une véritable question sécuritaire. Mais cette question est à l'image de la Côte d'Ivoire. La sécurité en Côte d'Ivoire est à l'image de ce que les dirigeants représentent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on a distribué des armes, en cassant les prisons aux prisonniers, mais ces armes-là se retournent contre celui qui leur a donné. Donc, ça me permet de vous dire, nous avons un problème en Côte d'Ivoire, nous devons nous asseoir.
au chevet de notre pays et régler ces véritables problèmes pour que la Côte d'Ivoire puisse se redémarrer. Ok, merci chers confrères. Nous allons donner maintenant le mot de fin au président Stéphane Kipré pour qu'il s'adresse finalement aux Ivoiriens et aussi à ses militants. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous me donnez. Je voudrais m'adresser particulièrement à la diaspora, les féliciter. Féliciter du travail qui est fait. Féliciter du travail qui a été fait et les féliciter pour le travail qui sera fait. Parce que nous sommes dans un combat et le combat doit aboutir. Je voudrais appeler les Ivoiriens, leur dire que la situation est dure aujourd'hui, mais demain, le soleil doit se lever sur la Côte d'Ivoire. Nous devons rester fidèles à notre combat, qui est le combat de la restauration démocratique de notre pays. Nous devons rester fidèles au combat de celui qui incarne aujourd'hui la libération du peuple de Côte d'Ivoire, du peuple africain, qui est le président Laurent Gbagbo, et dire que la vérité devra triompher pour que la Côte d'Ivoire puisse être restaurée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Union des nouvelles générations, dont je suis le président, et que Dieu bénisse chaque Ivoirien. Merci. Merci Stéphane Kipré, tout en remerciant nos confrères Philippe Pouron et Augustin Djedje, eux aussi nos cadreurs Isaac et Maxime. Nous disons à nos internautes et aux spectateurs de I28 et de Diaspora TV, à la prochaine. Merci.